Bonjour et bienvenue sur le plateau du Village Semences. Nous allons parler de flexitarisme, une tendance alimentaire qui touche de plus en plus de consommateurs. Et pour cela, j'accueille Yves Le Morvan. Bonjour Yves. Bonjour. Vous êtes responsable filière et marché chez Agridé, le think tank de l'entreprise agricole. Auteur d'une note sur le flexitarisme sortie en octobre 2020. Ça fait maintenant 1 an et demi. La crise du Covid est passée par là. Nous faisons aujourd'hui un état des lieux sur cette tendance alimentaire avec vous, Yves. Donc pour commencer, existe-t-il une définition du flexitarisme ? Alors, c'est un sujet qu'on a pu qualifier dans la note d'OVNI, parce que la définition du flexitarisme est assez complexe. On pourrait, en termes de tendance, plutôt évoquer la végétalisation de l'assiette, pour être peut-être mieux compris. C'est un sujet qui est compliqué dans la mesure où il n'y a pas de calcul individuel sur la consommation de chacun. Par contre, il y a évidemment des chiffres collectifs. Alors pour essayer de commencer à se rapprocher de ce qu'on pourrait définir comme le régime flexitarien, on peut dire que tout simplement c'est la réduction de la consommation des produits d'origine animale, et on a tous en réalité la réduction de la consommation de viande. Pour aller donner quelques chiffres, ce qu'on pourrait dire, si je prends une étude France Agrimaire de 2021, donc qui n'est pas si ancienne que ça, suite à des sondages de l'IFOP, dans ces calculs, 64% des personnes qui ont été sondées se disent toujours omnivores, donc continuent à manger avec l'équilibre qui est le leur depuis toujours. 24% se disent flexitariens, donc réduction de consommation principalement de viande. Et donc, quand on fait l'addition, 2% seulement des consommateurs se disent végétariens, véganes ou seulement consommant du poisson. Donc, il y a un bruit médiatique qui est extrêmement important, mais pour 2% de la population. Alors, il est vrai que les 24% de personnes qui se disent flexitariens sont probablement plus nombreux parce que ceux qui se disent omnivores, en réalité, ont souvent commencé à réduire leur portion, leur consommation de viande. Et c'est en ça, sur un plan collectif, que le flexitarisme est un mouvement, une trajectoire très importante. Donc pour vous, plutôt une trajectoire, le flexitarisme ? Oui, c'est une trajectoire, c'est une force en mouvement. Il faut aussi la qualifier positivement. Ce n'est pas une abstention, une interdiction de consommer. Ce n'est pas cette vision-là. Et c'est une trajectoire qu'on peut mesurer collectivement ? Oui, il suffit par exemple de regarder le chiffre pour les Français de la consommation de viande par an. Alors le chiffre, il est en tonnes équivalent carcasse. C'est pas une mesure très belle, mais c'est environ un chiffre qui est environ inférieur à 85 kg de kilos équivalent carcasse par consommateur. Ce qui est important, c'est de voir que ce chiffre baisse tendanciellement. Donc on sait que les Français sont flexitariens. C'est beaucoup plus compliqué que de le définir à titre individuel. D'accord. Justement, qui sont les flexitariens ? Quelles sont leurs motivations ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un diminue sa consommation de produits carnés ? Alors, on pourrait faire des strates démographiques, d'âge, socio-professionnels. On peut faire ça. Je dirais qu'on peut surtout regarder comment décident les consommateurs de leur bol alimentaire. C'est plutôt comme ça qu'on pourrait arriver à mieux définir ce qu'est le régime flexitarien et d'en chercher les raisons. Et donc dans les raisons, il y a eu bien sûr d'abord la nutrition santé. Je mange un peu moins de viande parce que c'est bon pour moi. C'était un item extrêmement important pour le développement de la bio, de la consommation bio également, on peut le souligner. Il y a une forme de chemin parallèle entre le flexitarisme, pour partie bien sûr, et la bio. Pour vous, c'est un peu les mêmes consommateurs qui mangent bio et qui sont flexitariens ? Il y a un chemin parallèle parce que ceux qui se disent flexitariens, dans leur portrait, sont pour partie des gens qui ont un certain âge, qui ont les moyens et qui donc peuvent se payer finalement une diète légèrement différente. C'est en partie le profil bio. Mais cela dit, autant la préoccupation nutritionnelle demeure très importante, autant d'autres arrivent et qui deviennent extrêmement lourdes. Ce sont plus seulement des préoccupations émergentes. C'est tout ce qui concerne évidemment les préoccupations environnementales, oui, et climatiques également. Oui. Le troisième sujet, qui est au moins aussi important, sont des préoccupations d'ordre philosophique, moral, la relation entre l'homme et l'animal.
Le bien-être animal. Le bien-être animal, les conditions d'abattage tout simplement. Et ça va jusqu'à la question décisive pour certains, c'est ai-je droit de consommer de la viande? Donc ce bloc de pensée philosophique est un élément majeur également de l'évolution de la trajectoire de consommation. D'accord. Et ces flexitariens, s'ils mangent moins de viande, ils mangent quoi? Ils mangent comment? Alors, d'abord, flexitarien, c'est moins de viande, mais moins éventuellement d'autres produits d'origine animale. On y retrouve aussi, et c'était les premiers historiquement, les produits laitiers. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que les gens veulent consommer. Le premier point, c'est que la première solution, peut-être, c'est de consommer moins. On l'oublie toujours, le bol alimentaire peut peut-être se réduire un peu pour certains. Le deuxième point qu'il est vraiment intéressant de souligner, c'est le souhait de consommer un peu plus de produits d'origine végétale, mais de produits bruts, qu'on cuisine chez soi, qu'on demande à retrouver sur la carte des restaurants. Et on pense assez peu à ça. En fait, on pense le plus souvent à des produits plutôt de type industriel, substituts. Oui, tout à fait. Moi, quand vous dites flexitarien, je pense à un substitut végétal. Alors, le substitut végétal, ça peut être du produit brut ou alors un produit qui a été plus traité de façon industrielle. Alors, c'est vrai qu'on peut s'intéresser à celui-là parce que c'est celui qui passionne un petit peu aussi quand on regarde les grandes trajectoires alimentaires. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que l'aspect culturel lié à l'alimentation joue son jeu. Au niveau mondial, par exemple, il y a une excellente étude de Xerfi Precepta qui a décrit ça. Au niveau mondial, sur les chiffres de 2020, c'est bien sûr aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, que ces produits de substitut se développent le plus. C'est le cas également en Europe du Nord. Mais par exemple, entre l'Allemagne et le Royaume-Uni et la France, c'est du simple au double. C'est-à-dire que le Français consomme 2 fois moins de produits substituts de viande qu'un Allemand, qu'un Anglais. Et il en mange également moins qu'un Italien ou qu'un Espagnol. Donc aujourd'hui, la conclusion, c'est que ces produits se développent. On les voit de plus en plus dans les linéaires. Ça reste une niche pour l'instant. Une niche, oui. Vous parliez dans votre note d'un boom de ce marché des substituts végétaux. Et qu'en est-il? Est-ce que ça a évolué pendant la crise du Covid? Où ça en est aujourd'hui? Alors, les 2 années 2020-2021 sont quand même extrêmement difficiles à analyser. Notamment en 2020, les gens ont été contraints de rester chez eux, ont fait plus de cuisine. Je peux citer quand même un chiffre. Entre 2019 et 2021, la consommation de la viande a légèrement augmenté. C'est-à-dire qu'il y a eu en 2020 et en 2021 des consommations de viande qui ont été assez différentes. Mais si on fait la comparaison entre les dernières consommations et celles de 2019, qui est la dernière année normée, si j'ose dire, la tendance est toujours à une consommation de viande assez élevée. Donc c'est vrai que tirer des conclusions trop rapides, il faut être méfiant quand même. D'accord. Je voulais vous demander, certains prétendent que l'assiette peut changer le monde. Vous en pensez quoi? Oui, c'est une belle image. Alors ça peut être une image qu'on peut se donner, une image un peu militante. Mais c'est vrai que pour chacun, d'abord pour soi, mais pour la planète, l'assiette peut changer le monde. Alors quand on dit changer le monde, ça veut dire que par l'assiette, c'est-à-dire par l'agriculture, par la chaîne alimentaire, on peut faire évoluer des aspects essentiels de notre environnement. La biodiversité, des réponses aux enjeux climatiques, des réponses sociétales, des réponses également liées à des enjeux de préoccupation éthique. Donc chacun, individuellement ou en groupe, collectivement, effectivement, on peut faire évoluer une assiette qui participe, et c'est peut-être par là que c'est plus efficace, à changer le monde, on peut le dire. D'accord, mais le plaisir de la table dans tout ça et la convivialité, est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre des velléités un peu militantes ou en tout cas l'envie de faire bouger les choses et le plaisir, la convivialité et surtout nous les Français qui avons cette gastronomie et cet art de vivre très profondément ancré dans notre culture? Oui, je pense qu'il faut absolument avoir ça en tête parce qu'il peut y avoir le lancement de politiques publiques françaises ou européennes, de grandes tendances qui sont projetées. Mais à un moment donné, c'est nous qui décidons ce que nous mettons dans notre assiette. Et finalement, les éléments les plus puissants ressortent de l'ordre de la pédagogie. Et puis aussi du fait que c'est nous qui choisissons ce que nous consommons. Et les aspects essentiels sont, en dehors des préoccupations budgétaires pour certains de nos concitoyens, bien sûr. Mais sinon, on ressort de l'ordre du plaisir. L'alimentation, c'est un plaisir gustatif, c'est un plaisir collectif de partager des repas.
Et c'est probablement par là qu'on peut évoluer le plus fortement. La France a une place à part. C'est vrai que dans la thématique française, dans le cerveau des Français, d'où la relation que je citais tout à l'heure du dernier sondage, les produits bruts sont au moins aussi importants que les produits industrialisés. On peut aller vers une végétalisation de l'assiette, tout simplement soi-même, en se prenant en charge. Il faudrait finalement que chaque Français fasse d'une part un peu de jardinage et un peu plus de cuisine. Vous aviez dans votre note fait un certain nombre de recommandations pour les différents acteurs de la chaîne agroalimentaire. Est-ce que c'était il y a 1 an et demi? Est-ce que depuis, ces recommandations sont toujours valables ou est-ce qu'il y a du changement? Oui, alors dans les recommandations, puisqu'il s'agit toujours d'accompagner, de laisser libre choix, mais que ce choix soit non pas le plus judicieux, chacun le décide, mais avec le meilleur socle. Et dans les propositions, il y avait notamment des propositions liées à l'étiquetage. Et notamment dans notre note, et on continue à le penser, on estime que l'étiquetage des produits de substitut à la viande ne devrait pas utiliser des termes ou une terminologie qui est dédiée à la viande. Si ces produits ont de telles qualités et on promeut la végétalisation d'assiette dans le site Agridé, il n'y a aucun débat là-dessus, on le promeut, mais autant que ça soit à découvert. Pourquoi parler de steak, de saucisses végétales? Si c'est bon pour soi, si c'est bon pour la planète, il faudrait que l'étiquetage soit très clair là-dessus. D'accord. Egalim s'est emparé de ce sujet, me semble-t-il. Ça fait partie des décisions qui se jouent en ce moment alors, en France, mais aussi au niveau européen. Et au niveau européen, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça ressort de préoccupations socio-culturelles. D'accord. Je vous remercie Yves pour cet éclairage. Je rappelle que les notes d'Agridé sont accessibles sur le site internet d'Agridé, think tank de l'entreprise agricole. Et cette émission sera visible en replay sur notre site également, sur le site d'Agridé et celui du village Semence. Je vous remercie. Merci.